Oh LinkedIn, pour ce premier direct, on est content de pouvoir finir la semaine avec vous. On est content de pouvoir finir la semaine avec vous et puis du coup le grand Manitou de la donnée, le roi, le king, Denis Cohen. Ça va Denis? Ouais, ça va. Ça lag un petit peu de mon côté quand je t'entends, je sais pas pour les autres, mais ouais, Ouais. ça va bien. Écoute, on fait le confinement. Ok. Donc tu sais, on avait prévu un petit plan par email de 3 points. Je te propose qu'on commence dans 2 minutes. Déjà, on va discuter entre nous un Ouais. peu de la situation actuelle et ça laisse autant les gens, le temps plutôt aux gens de se connecter, de voir s'il y a des ajustements d'image, de son à faire, etc. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça me va bien. Peut-être parler un petit peu moins vite parce qu'avec le lag, j'ai l'impression que ça coupe des mots. Donc il va falloir que je Ok. m'adapte moi aussi pour parler moins vite, ce qui n'est pas tout à fait de nos trucs, à toi et à moi d'ailleurs. On a tendance à parler rapidement. Euh, mais oui, effectivement, je pense qu'on peut faire une petite intro sur la période très, très particulière actuellement et comment réagir et comment mettre des plans d'action dans cette période très particulière sur l'aspect commercial, acquisition et question. Donc voilà, je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger aussi de nos points de vue là-dessus, quoi. Ouais, clairement. La situation, comment tu la vois, toi, en cette période de quarantaine, du coup, avec nos jours très particuliers là, qui sont en train de se passer? Mm. En fait, il y a deux mouvements de mon point de vue. Bon, d'abord, tout le monde, effectivement, est dans une situation totalement inédite au niveau mondial et évidemment, je ne fais que répéter ce qu'on subit tous. Je crois que la grande particularité sur le marché, c'est qu'il y a pour moi, deux grandes tendances. Il y a des boîtes qui sont directement impactées en termes d'activité. Tu vois, les boîtes qui sont dans l'événementiel, qui sont dans les transports, qui sont dans l'aviation, etc. Là, pour le coup, c'est quand même très, très compliqué sur la période en période de confinement. Donc, on va voir de combien de temps ça va être rallongé et comment ça va repartir derrière. Oui, la restauration aussi, effectivement. Mhm. Très clairement, enfin, il y a vraiment plein de secteurs et je crois que je ne peux pas citer tous ceux qui sont impactés directement. Après, d'un autre côté, il y a deux axes pour se reposer sur de l'apprentissage, sur de la réflexion, sur comment on va pouvoir rentiller derrière commercialement. Et donc ça, c'est un vrai sujet de profiter de ce temps-là. C'est vrai que d'habitude, on a toujours tendance à courir dans tous les sens et prendre des réunions, des calls, etc. Et là, bah, c'est un peu différent. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a un deuxième point, c'est sur certains secteurs d'activité, pour le coup, ça bouge. Nous, de notre point de vue, en tout cas, on a vu effectivement quelques désinscriptions la semaine dernière. On a eu quelques pointes mardi et mercredi. Et là, pour le coup, on a pris finalement plus d'abonnements. On a vraiment un sentiment que les gens se posent un peu plus. Je crois que les journées. Ouais. Vous avez le son ou pas? Si, tout le monde. Ouais, ok. En chargement, d'accord. Je pense que c'est les Wi-Fi de certaines personnes sont un peu plus durs. Donc, je vais aussi essayer de parler moins vite. Plus de temps, entre guillemets, le fait de ne pas avoir les transports, le fait d'avoir moins de réunions par définition, le fait d'être moins interrompu dans les tâches qu'on fait, parfois, effectivement, le fait, alors ça c'est un peu le piège, hein, on peut avoir des journées plus longues en fait, à un moment donné on peut se rendre compte à un moment donné qu'il est déjà 19h30 ou 20h, alors qu'habituellement on serait parti du bureau, donc ça peut être aussi le cas pour certaines personnes. Puis après, il faut jongler effectivement avec les enfants, avec la famille. Voilà, c'est vraiment une organisation qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Moi, je suis plutôt dans la démarche effectivement, c'est un bon moment de repenser les choses, de se remettre à plat, et puis surtout d'y aller, quoi. C'est pas, évidemment, toujours en fonction des secteurs, ça c'est clair, mais c'est pas un moment donné où faut baisser les bras, faut au contraire commercialement. Euh, C'est-à-dire que les relations aujourd'hui, de par la visio, où tu vois, on a des looks un peu plus cool, quoi, où derrière il y a les enfants, etc., créer une relation avec ses clients qui est assez sympa. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Nous, tu vois, on a fait en début de semaine, on avait effectivement une réunion avec une dizaine de personnes de la même boîte, qui chacun était chez eux, et c'était très, très convivial, en fait.
Ok. Ok. Ouais, il semble qu'il y ait pas mal de monde qui n'ait pas l'image. Donc, Moi, je l'ai. on a Moi, là, a mais priori, on revient. Et, tant que j'ai la voix, ça me ouais, va bien. ok. Ça me va bien. Bon, pour rebondir ce que tu dis sur la situation actuelle, avant de commencer notre thème sur le gros hacking, je dirais un peu comme toi, tu vois. Toi, tu es dans le logiciel, moi, je suis dans le service, je fais du recrutement. Donc, moi, en termes de business, c'est simple, c'est zéro. On avait 94 postes ouverts, ils sont tous reportés. Et avec tous les fondateurs de startups avec qui on a discuté la semaine dernière, je pense qu'on a tous passé par trois phases. La première, celle où on était opportuniste, on voulait tous bosser en télétravail et on voulait rien lâcher. Finalement, quelques jours après, Ouais. on s'est rendu compte que t'as beau être en télétravail, si les mecs en face bossent pas, ils bossent pas. Donc, petite phase de dépression à se dire, merde, on fera pas de CA ce mois-ci. Et puis, une fois qu'on a accepté qu'on ferait pas de CA, c'est là où on peut passer, je pense, à la phase de reconstruction et à préparer la relance dans la bonne humeur et y voir des opportunités. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, Voilà, ouais, je ouais. suis bilan que toi, quoi. Et puis maintenant, c'est l'idée maintenant de reconstruire pour préparer cette future relance tant attendue. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Après, tu as raison. Il y a eu d'abord effectivement une sorte de. On a tous été un peu en mode panique. Genre, quelles sont les solutions financières au niveau de l'État? Donc, on a vu passer beaucoup de choses, mais finalement, c'était plus compliqué. Il fallait s'organiser, etc. S'organiser avec ses équipes, que chacun retrouve un peu ses marques. Prendre aussi une grande claque dans la fille. Beaucoup de gens disent bah oui, mais ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été bien fait, etc. Enfin, moi, personnellement, quand on avait vu le confinement en Chine, bah ouais, ok, le confinement en Chine. Quand j'ai entendu parler de l'Italie, oui. Et je pense que c'est une semaine et demie, 2 semaines avant, j'ai commencé à me poser aussi des questions. Et là, tout d'un coup, on se retrouve effectivement comme dans une situation absolument incroyable où on n'a jamais imaginé qu'on serait confiné et qu'un ensemble de pays serait confiné comme ça. Donc, Ouais, c'est ouais, clair. si je prends la Bon, grande après, plaque dans la fille. tu vois, c'est que tu as une pandémie internationale tous les 2 siècles, donc on va vivre cette expérience-là tous ensemble. J'espère qu'en tout cas, ceux qui assistent au webinaire, vous êtes tous en bonne santé, ça c'est le plus important, que vos proches aussi le sont. Et puis let's go, Denis, on commence notre plan. Du coup, on Ouais, a ok. abordé 3 points dans le sujet du webinaire. Le Ouais, premier, c'était constituer des bases de prospects, donc ça vous intéressait. Le deuxième, on va parler délivrabilité. Et puis la ouais, troisième, que tu nous fasses une démo quand même de Drop Contact, ton bien logiciel sûr. que moi j'utilise depuis longtemps, mais, Ouais, euh, mais qui pourra donner de la valeur à pas mal de nos spectateurs. super. Allons-y. Ok, super. On va parler effectivement de la base de prospection et comment on constitue une base de prospect et à partir de quoi et quelles sont des bonnes pratiques et des tips là-dessus. Euh, donc moi, je vais parler essentiellement de tout ce qui est B2B. Le vrai sujet, c'est quelle est la qualité de la base de données et quelle est la pertinence. Alors, il y a un premier chiffre qui est il y a 10-15 ans, quand tu avais une base de données, au bout d'un an, tu avais perdu à peu près 10-15% de ta base parce que les gens avaient changé d'entreprise. Yes. Aujourd'hui, en 2020, le chiffre se situe plutôt entre 25 et 33% de ta base qui, au bout d'un an, n'est plus bonne. Et donc, ça, c'est important parce qu'en fait, si tu vas acheter des bases de données, récupérer des fichiers dans des bases de données qui sont sur le marché, bah, tu te rends compte que finalement, il y a une partie de ta base qui n'est pas bonne parce que les gens sont simplement plus dans l'entreprise. Avec la tienne, si je bouge rien de ma base et j'arrive à la fin de l'année, j'en ai absolument, j'ai perdu 25% de ma base, donc au moins un quart de ma base qui est plus à jour. Ça, c'est point important. Il faut en prendre conscience. Ce qu'il y a, c'est que ça s'accélère évidemment, puisque on va dire que les nouvelles générations tournent beaucoup plus dans les entreprises. Tu fais 2, 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, je regarde mes collaborateurs et collaboratrices. Tu fais 2, 3 ans dans une entreprise et il y a un changement d'entreprise qui est évidemment plus important. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième critère qui est important pour moi, c'est vraiment de comprendre que la relation qu'on crée avec un client, elle est vraiment individuelle. C'est-à-dire que si je prends un exemple de, on va dire, un prospect qui s'appelle Pierre chez Bouygues, et qu'avec lui, je commence à échanger, je l'appelle, il télécharge un livre blanc, il assiste à un webinaire, etc., etc. En gros, je le nurture. Si ce Pierre de Bouygues change de boîte et pas j'ai pas tellement, finalement, j'ai pas tellement investi sur Bouygues, mais j'ai investi sur Pierre. Et donc, Pierre est ma clé d'entrée chez SFR. Donc, la capitalisation qu'on fait et l'intérêt qu'on fait sur une personne
sur une entreprise, finalement, elle est beaucoup plus sur le lien qu'on a avec l'individu. Et donc, il faut, à mon sens, bien comprendre que la partie capital, actif, en fait, est un actif de nos contacts individuels et moins des entreprises. C'est un peu la même chose qu'on a d'ailleurs quand on est avec LinkedIn. On crée en fait un réseau et c'est notre réseau. C'est comme avec nos amis sur Facebook, c'est notre réseau et le réseau, c'est les individus. Donc vraiment toujours avoir en tête l'aspect des individus. Ce qui me fait rebondir sur la constitution de la base de prospects, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure base de prospects qu'on puisse avoir, c'est LinkedIn. En Occident, c'est LinkedIn parce que c'est là où il y a le plus de mises à jour, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons mettre LinkedIn à jour. Alors, réel, ça part d'un mois, 2 mois, et dès que l'entreprise, au bout de quelques temps, on va mettre LinkedIn à jour et il n'y a pas, pas de. En même temps, je suis en train de lire le chat, donc forcément, c'est parti au bon. Il n'y a pas de. Je lis le chat, Denis. Tu peux rester focus. Merci. Il n'y a pas de meilleure base que LinkedIn. Après, les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire techniquement et qu'est-ce qu'on peut faire légalement. Sur l'aspect légalité, LinkedIn avait fait un procès qu'ils ont perdu par rapport à des boîtes qui scrapaient. Ils ont fait appel, ils ont reperdu et il y a eu plusieurs jugements depuis qui indiquent qu'effectivement, scraper de la donnée pour son usage, pour l'instant, on n'a rien d'illégal. Donc, on est encore dans ce contexte-là où on peut aller scraper. Le deuxième aspect, c'est que la CNIL a clairement indiqué qu'on pouvait évidemment continuer à prospecter en B2B, qu'il fallait prendre quelques précautions. Donc, la première, c'est ils recommandent fortement, on va l'entendre de leur part, mais c'est pas qu'ils font la prospection. Le seul gros critère dessus, c'est qu'on a évidemment le droit de continuer à prospecter, d'envoyer des emails, de contacter les gens par les téléphones. Et si on envoie des emails, c'est d'avoir prévu et d'indiquer un lien de désinscription dans les emails. C'est l'élément qui est important. Okay. Ensuite, on a la contrainte technique qui est comment on peut scraper LinkedIn. Alors, scraper LinkedIn a changé. C'est parce que là, on parle des CGU et non plus de la RGPD. Donc, dans les conditions générales de LinkedIn, il te limite sur le fait d'automatiser le fait de scraper en volume. Et le deuxième élément, c'est que autant il y a peut-être 1 ou 2 ans, tu pouvais en volume aller chercher 1000 prospects dans une journée, 5000 prospects, 10 000 prospects. Aujourd'hui, techniquement, ça devient largement plus compliqué, puisque si tu le fais, la stratégie de LinkedIn, c'est non plus de bloquer les logiciels qui te permettent de scraper, mais de bloquer ton compte. En fait, il faut utiliser des solutions qui ont fait leurs preuves et il faut y aller doucement. Y aller doucement, c'est en gros les chiffres qui tournent un peu en ce moment, c'est être au-dessous de 150 entreprises, 150 contacts par jour à scraper. Ceci étant, 150 contacts par jour à scraper, si tu as bien ciblé et si derrière tu as un bon message, bah, effectivement, tu vas pouvoir, ça va être largement suffisant parce que aujourd'hui, la démarche n'est plus de faire un énorme volume, comme on faisait historiquement en faisant des grosses campagnes d'emailing B2B, on envoyait 100 000 emails et on récupérait ce qu'on avait. Maintenant, on est beaucoup plus dans du one-to-one et dans de la qualité du ciblage et de la qualité de la donnée et de la qualité du message. Comme dirait certains dans le chat. J'ai pas entendu, Maxime, pardon. H2H, comme diraient certains dans le chat. Human. Ouais. Human. Exactement. Ah, c'est quoi scraper? En fait, scraper, c'est utiliser qui vont des alors en l'occurrence là je parlais de LinkedIn, qui vont aller sur LinkedIn et qui vont faire pour faire simple, hein, des copier-coller automatiques de ce que tu vois à l'écran. Donc je vais en citer quelques-uns. Il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui sont très efficaces, qui peuvent être extrêmement performantes, moins performantes et parfois plus simples. Et donc vous avez des sociétés comme PhotoBuster avec PH, voilà, PhotoBuster. Scrapio, c'est largement pas conseillé parce qu'ils ont une base de données qui n'est plus valable en termes de qualité des emails, mais le produit est très beau. Moi, ça fait un an que je n'utilise plus Scrap, tu vois. J'utilisais beaucoup il y a 1 an et demi, je n'utilise plus du tout depuis une bonne année, je crois. Ouais, mais parce qu'en fait, ils ont récupéré une base de données et dedans, tu as beaucoup de données qui sont plus à jour dessus. Donc, tu as Phantom Buster, tu as Captain Data, qui est une boîte française. Phantom Buster sont français aussi. Tu as Lobster aussi, qui permet de faire le boulot pour toi. Tu as DuckSoup, qui est une solution américaine
qui font très simple à utiliser. Enfin, LinkedIn sont fait ban. C'est-à-dire que dans la démarche de LinkedIn qui a fait un gros nettoyage, ils ont à peu près killé toutes les extensions que tu pouvais ajouter à Chrome qui faisaient ça automatiquement. Et LinkHelper ont reprogrammé, ont repris leur code et ont tout reprogrammé pour faire non plus une extension Medicloud. Donc, je ne rentrais pas dans les trucs techniques, mais oui, c'était une solution très utilisée qui a pris un coup sur la figure et je ne sais pas s'ils ont encore relancé. Je n'ai pas vu dernièrement s'ils avaient relancé LinkHelper, leur nouvelle solution. Mais le nom des boîtes, ouais. Donc, on va Phantom Buster, c'est bon. LinkHelper, oui. Duxoup, DUX, SOUP, Captain Data et Lobstreux. Mais on les passera. On les passera à la fin. Et pour toutes ces boîtes-là aussi, pour les spectateurs, sachez que hier, la page MyBizDev a poussé un tuto avec Raphaël, Cold CRM, qui est un logiciel qui fait ça, et que demain, on va publier notre sélection des 15 outils indispensables pour faire de la grosse. Où Denis, tu arrives en 2e position. Eh oui, Denis. Qui est le premier? On verra demain. Après Cold CRM, Alors, donc, voilà, ça c'est tout pour la partie constituer sa base de données. Et cette base de données, on verra tout à l'heure comment effectivement ça peut se nettoyer, comment on peut l'enrichir et avoir des données là-dessus. On va passer sur le deuxième thème qui est peut-être le taux de délivrabilité, la délivrabilité qui est un vrai sujet où il y a beaucoup de légendes urbaines. En quelques mots, Denis, suivant le délivrabilité en quelques mots, tu peux nous faire vraiment le basique? Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est clairement expliquer que quand en fait tu envoies un email, que ton email, il a le maximum de chances d'arriver dans la boîte email principale. Et là, il y a vraiment des choses qui sont très basiques. Ce n'est pas des usines à gaz, mais qui doivent être vraiment appliquées. La première chose, c'est de regarder, il y a un petit peu de littérature sur un dans ton logiciel pour envoyer tes emails et tes emails de tes cols d'email. On va en parler un petit peu des cols d'email tout à l'heure. Tu as le SPF à mettre, ça en général tout le monde le met. Tu dois paramétrer ce qu'on appelle le DKIM, donc c'est vraiment les lettres DKIM. Donc ça, globalement, à peu près tout le monde recommande de le faire et tout le monde plus ou moins le fait. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet en fait, lorsque tu envoies un email, par exemple avec l'adresse dropcontact.io, d'avoir une sorte de certification que l'adresse email dropcontact.io est bien du domaine dropcontact.io et que c'est bien mon identité. Et donc ça permet d'assurer une meilleure délivrabilité et de ne pas aller dans les spams. Alors, je ne sais pas parmi vous si vous êtes sur Gandhi, vous devez recevoir une fois tous les 15 jours à peu près un email de Gandhi qui vous dit que votre compte va être coupé, que vous n'êtes plus à jour. Ce matin, j'ai même vu la même chose sur Mailjet. Et ça, en fait, ça permet de vérifier. Je vais même voir si j'arrive à le voir sur mon Mailjet. Ça serait pas mal que je l'ai encore. Voilà. Ça permet en fait pour les emails de s'assurer. Ouais, je vais répondre sur LinkedIn. Ça permet de s'assurer en fait que les emails ne sont pas des spammers ou pire que ça. Mais alors, il y a un troisième point dont personne ne parle. C'est le démarque. Le démarque, c'est D-M-A-R-C. C'est pareil, c'est dans les mêmes configurations, SPF, DKIM et démarque. Il faut impérativement que vous mettiez en place votre démarque. Le démarque est vraiment un élément qui va aussi permettre de sécuriser que vous êtes bien l'émetteur de l'email. Autant il y a 2 ans, ne pas avoir de démarque n'avait pas trop d'incidence. Maintenant, ça commence à avoir une incidence de plus en plus forte. Donc, je vous recommande vraiment d'aller regarder sur Internet et de configurer le démarque. Si vous êtes en Google Suite, c'est pas compliqué, hein, SPF, DKIM et démarque, c'est très simple à configurer. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis quand même. Très important. D'emailing ou de call d'email. Alors, on en a plusieurs. On a Lemlist. Je crois que tu fais un webinaire avec Guillaume prochainement. Maxime. Réponse, on va publier lundi. Ouais, ok, cool. Donc, Lemlist, ouais, qui est une super solution. Mais il y en a d'autres. Il y a Mixmax, il y a Reply, Selloft. Enfin, vraiment, il y a une quick mail. Il y a vraiment un bon volume dessus. C'est absolument de mettre en place ce qu'on appelle le custom domain. Qu'est-ce que le custom domain? En fait, quand tu envoies un email, tu vas avoir ton taux d'ouverture. Et toutes les solutions pour savoir qu'un email est ouvert,
utilise une fonctionnalité qui est de mettre dans l'email émis un pixel, c'est-à-dire une image qui fait un pixel par un pixel, donc il n'y a rien, et que quand tu vas recevoir l'email et l'ouvrir, ça va télécharger cette image. Et donc, en téléchargeant cette image, ça donne l'information que tu as ouvert ton email. Une petite astuce technique qui existe depuis, je ne vais pas dire un siècle, mais depuis le que tu n'as pas fait ton custom domaine, ton image, elle est hébergée sur un serveur qui est partagé avec plein de personnes. Et le plein de personnes, parmi les plein de personnes, tu vas avoir des spammers ou des gens qui font des choses sales. Et donc, du coup, quand tu envoies ton email, la boîte mail reçoit ton email et voit que ton image pointe vers un serveur sur lequel il y a plein de spammers. Et donc, du coup, soit elle va mettre ton email dans les spams, soit elle va le mettre dans les promotions, soit elle va le mettre dans je ne sais plus quoi, dans Gmail. Et donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement regarder dans chaque logiciel que vous utilisez pour envoyer les emails, Lamlist, Mixmax, etc. La première chose à faire avant de shooter, c'est configurer vos custom domaines. Donc, chacun, normalement, dans le support à toutes ces solutions, ont ça mis en place. C'est un peu comme le DKIM des marques SPF dessus. C'est des choses qui sont avec votre domaine. Donc, ça nécessite un tout petit peu de technique. Mais ça, tu avais écrit, je crois, un super article de blog. Parce que moi, qui suis un profane, j'avais réussi à le faire grâce à tes indications, il me semble, il y a quelques années. Ouais, on a un article de blog sur notre site. Je ne me rappelle plus du titre, mais la photo, c'est une photo d'IT, l'illustration. C'est une photo d'IT et vous avez à peu près tous les éléments. À l'époque, on n'avait pas mis le démarque et le custom domain, donc on fera un update de l'article. Mais effectivement, démarque et custom domain, c'est vraiment impératif aujourd'hui. Je vous donne un ordre d'idée. Hein. Nous, on fait du shoot de cold email sur des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Évidemment, on a enrichi avec Drop Contact, on est bien d'accord. Et on shoot avec Lamlist. Le taux d'ouverture sur nos emails est de 93%. Ok, cool. Ok, ça veut dire qu'on arrive bien dans la boîte email principale et ça veut dire effectivement qu'on n'a pas de. Merci pour l'article partagé. Et ça veut dire qu'on n'a pas qu'on n'est pas mis dans les spams, qu'on n'est pas mis dans tous ces éléments. Ensuite, on va parler d'un cas, une légende urbaine qui est l'aspect du bounce. Le bounce, c'est en fait quand tu shootes un email et que ton email revient parce que la personne n'existe pas, l'adresse email n'existe pas. D'abord, il y a plusieurs niveaux de bounce. Il y a ce qu'on appelle le soft bounce et le hard bounce. Le hard bounce, ça veut dire que l'adresse email n'existe pas et donc que la personne, a priori, n'est plus dans la boîte ou que l'email n'est pas bon. Le soft bounce, ça veut dire que soit ton email a été refusé parce que justement, tu n'avais pas mis de custom domain ou quelque chose comme ceci, soit la boîte mail de ton interlocuteur est pleine, soit ton message il est compliqué, soit son serveur ne marche pas, soit. Il y a 10 milliards de raisons pour avoir du soft bounce. Et le soft bounce ne veut absolument pas dire que l'email n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut retenter et re-shooter dessus à des moments différents. À peu près toutes les solutions d'emailing savent gérer les bounces. Ensuite, par rapport à cette légende, enfin la légende, j'y arrive, c'est là. Là, on se dit tous, email, j'ai eu 10% de bounce, mon domaine va mourir, je ne vais plus pouvoir envoyer d'email, etc., etc. En fait, c'est vrai dans deux cas de figure. C'est vrai si tu envoies 100 000 emails, 50 000 emails, tu fais des gros volumes d'emails et que… Pardon, Maxime? Non, je disais oui, pardon. Je ne vais pas parler en même temps que toi pour reformuler, sinon ça me fout le bordel. Excuse-moi. Et donc, quand tu as des grosses quantités d'emails et que tu n'as pas vérifié tes emails, et donc que tu as beaucoup de hard bounce sur des domaines différents, effectivement, la réputation de ton domaine va commencer à se dégrader. Et donc, tu peux avoir des endroits où tu seras moins bien délivré parce que tu vas être mis dans ce qu'on appelle blacklist dessus. Comment rétablir la barre, Denis, si je suis en blacklist? Pardon? Comment rétablir la barre si je suis en blacklist? Qu'est-ce que je peux faire? C'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Vous verrez dans l'article qu'on vous a partagé là sur comment contacter. Effectivement, d'aller vérifier la réputation de vos domaines. Et vous allez avoir une liste qui est assez énorme de listes qui veut dire que c'est vert, 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 vert. Et si tu es en rouge, il faut cliquer et aller regarder sur le site web et faire une demande par mail ou dans leur message à eux pour leur demander de te déblacklister. Et ça peut prendre un peu de temps. J'ai une légende urbaine sur ça, Denis. C'est vrai aussi, c'est faux. Ouais.
des gens qui veulent faire du volume, du coup, on leur site sur le point .io, mais peuvent mettre leur mail sur le EU, le FR, le point .co. Si jamais ils le pètent, ça, ils peuvent changer ensuite d'extension. Est-ce que les extensions sont ou ça marche pas? Bah, en fait, mon premier point, c'est surtout de ne pas faire ça. Je vais te dire pourquoi. Ah, Parce que, mais ça fait partie des légendes urbaines. Si par exemple tu shootes avec une adresse email qui serait dropcontact. Je sais pas, .net, d'accord? Et donc je vais faire du shoot avec une boîte email qui ne fait que de l'émission d'email. mhm. Même comportement qui shoot avec drop, qui envoie des emails et qui reçoit des emails. Donc il y a un comportement de boîte email normal. Et donc je vais avoir une bien meilleure délivrabilité en faisant ceci qu'en utilisant une boîte email qui fait du shoot, qui ne fait que du shoot, un domaine qui ne fait que du shoot. Donc, c'est quelque chose que je déconseille, sachant que là, on est plutôt en train de parler de qualité de données et de plutôt, a priori, de cold email. En tout cas, pour moi, en 2020, c'est vraiment beaucoup plus du cold email qu'il faut faire que de la grosse masse email. Et donc, si tu fais du shoot comme ceci, que tu as vérifié tes emails, que tu fais ton shoot, on va dire 100, 200, 300 par jour, tu n'as absolument aucun souci à te faire sur la réputation de ton domaine. Deuxième élément, par rapport à ça, c'est ton taux de bounce et les catch-all. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Ouais. Il existe deux types de domaines, deux configurations de domaine email. Et donc, quand tu shootes un email ou quand tu testes un email, il existe, il n'existe pas, le serveur va répondre qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Enfin, plus exactement, il va répondre qu'il n'existe pas. Les domaines qui sont en catch-all, configurés en catch-all, par exemple, je ne sais pas, des grosses boîtes, la BNP, etc., quand tu vas tester l'email, il ne va pas te faire de réponse parce qu'il va accepter toutes les formes, tous les emails qui finissent par arrobase, BNP, etc. Sauf que quand tu vas envoyer ton email, au premier niveau, il va l'accepter et au deuxième niveau, il va se rendre compte que l'adresse email n'est pas bonne, il va te répondre que l'email n'est pas bon. Et donc, il te fait un hard bounce dans ce cas-là. Ça n'a pas d'importance parce que tu es dans des volumes raisonnables, de 100 à 200 par jour, 300. Et le deuxième point, parce que moi j'entends souvent ça, dire ah moi je veux faire attention à ma réputation, donc je ne shoote que des emails qui sont validés, je ne shoote pas les catch-all. Et si tu ne shootes pas les catch-all, tu t'enlèves en gros un énorme pan de ton activité, c'est-à-dire que tu vas décider alors que c'est des targets qui pour toi peuvent faire un chiffre important, et le potentiel éventuellement d'une légende urbaine de ta réputation de domaine, de ne pas prospecter ces clients-là par email. Et là, honnêtement, ce n'est pas, à mon sens, la bonne stratégie. Voilà à peu près pour la partie taux de délivrabilité et qualité configuration. Donc, je répète, à configurer SPF, DKIM, démarque, custom domain, vérifier ses emails à l'avance. Donc, il y a des solutions pour le faire ou il y a des solutions qui incluent la vérification. Et ensuite, tu fais tes shoots de cold email avec les différentes solutions. Ouais. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, Denis, par rapport à ton premier bloc, DKIM, SPF, etc. Donc en fait, ça, moi qui suis un bizdev et qui ne suis pas du tout technique, au début, ça fait peur. Mais Ouais. juste en prenant ton article et en tapant dans Google, j'ai suivi un tuto en 10 points et j'ai réussi à le faire tout seul. Donc ça paraît scientifique, mais c'est indispensable de le faire et ceux qui regardent, sachez que ça se fait en quelques clics finalement. Il faut juste prendre le tuto, quoi. Ouais. Tu as raison d'insister dessus parce que en fait, si tu le fais pas, ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps à chercher des prospects, à aller récupérer des outils, par exemple pour du scrapping, que tu vas passer du temps à réfléchir à ton texte de ton cold email, à mettre en place un outil, et que l'essentiel de tes emails vont aller dans les spams et vont aller dans les promotions, donc ils ne seront pas dans la boîte mail principale, et donc ton taux d'ouverture va être beaucoup plus faible. Et donc c'est vraiment une perte importante. Si les gens ne reçoivent pas ton email, bah ça sert à rien, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment faire ces configurations préalables. Et comme tu dis, ça peut faire peur pour un bizdev, mais voilà, aujourd'hui, avec Internet, on arrive quand même à trouver. Honnêtement, c'est pas très compliqué non plus. C'est quoi pour toi un bon taux de délivrabilité? OK. Alors, sur du cold email, un beau taux de délivrabilité sur tes 2-3 premiers emails dans ta séquence, tu dois dépasser le 60%. Si tu es au-dessous de 60%, ça veut dire que ton objet doit être amélioré. En ayant configuré ce qu'on appelle domaine, des cahiers, etc., tu envoies ton email. Donc là, tu n'as pas encore ton texte.
Et donc, ton premier indicateur, c'est de te dire que ton objectif, c'est d'avoir 60% de taux d'ouverture. Si tu es au-dessous, tu peux améliorer ton objet. Okay. Après, la grande question que tu vas me poser, c'est quoi l'objet idéal? Ouais, je l'ai posé à Guillaume aussi, ça. Il m'a fait point d'interrogation. C'était pas con, je trouvais ça habile. Ouais, pour l'objet idéal, c'est toujours très, très compliqué parce qu'on est forcément des secteurs, des produits complètement différents. Donc, en fait, il faut partir du principe que ça doit être court et que, évidemment, il faut que ça éveille la curiosité. Et en général, les formulations qui marchent plutôt pas trop mal, c'est plutôt sur des questions, des interrogations. Et alors, j'ai une grande théorie, on avance directement de confinement, enfin 10 jours de confinement. C'est surtout ne pas faire ce qu'on te dit de faire dans l'écriture. C'est-à-dire qu'en gros, si tu regardes tout ce qu'on te dit sur Internet, quasiment tous les codes d'email commencent par bonjour, j'ai vu que nous sommes amis sur LinkedIn. Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. Nous avons des trucs à partager. Alors, le deuxième email, je sais que tu es très occupé, que tu n'as pas eu le temps de lire mon email. Et donc, forcément, ça se voit, quoi. Ça se voit que c'est du code email automatisé. Ça se voit que c'est automatisé. C'est pas sincère. C'est pas bon, quoi. Clairement, c'est pas bon. Donc, il faut se dire, OK, je lis ça. J'ai lu les tutos. J'ai lu les modèles standards dessus. Et surtout, je ne vais pas faire ça. Et je vais faire vraiment mon email commercial. Peut-être une astuce, en tout cas moi ce que je recommande quand il y a des équipes commerciales, tu vois, quand tu es 2-3 bizdev, c'est en gros de se dire tiens, on va reprendre, allez, sur 2 mois, tous les emails que j'ai envoyés en prospection, que j'ai écrits à la main, je les mets tous sur une table de tout le monde, et puis à partir de le type, enfin l'email que tu peux et qui correspond à ta boîte, qui correspond à ta value proposition, et travailler ça. Donc surtout, ne pas recopier un email type, quoi, et pas un objet type, quoi. Combien? On est à plus de 500 pour répondre à Caroline. Intéressant. Ça a coupé, pardon. Maxime, oui. Ouais, tu peux reprendre, Denis, ça a coupé. Ouais, je te laisse. Ouais, je réponds à Caroline. Sur les campagnes, on est à plus de 500 avec un taux de 93% d'ouverture. Et on a de très, très, très belles boîtes. On a fait des ventes dessus. Peut-être aussi ce qu'il faut spécifier pour Caroline ou pour d'autres, c'est que quand on fait des scénarios d'email, il y a plusieurs mails qui vont s'envoyer. Et si les gens n'ouvrent pas le mail 1 mais qu'ils ouvrent le mail 2, ça joue quand même dans le taux d'ouverture. Donc quand il y a des relances automatiques de plusieurs mails, plus les jours passent, plus le taux d'ouverture va augmenter. Ce n'est pas uniquement sur le mail 1. Tu as répondu. Bon, nous, on est sur 4 emails. Mais on a 2 éléments là-dessus pour répondre à Caroline et évidemment pour tout le monde. En fait, le sujet, le vrai sujet pour moi, c'est au moment donné où tu envoies un email. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire ce webinaire. Je reçois un email de prospection qui est en call d'email, cool, super, etc. Sauf que là, j'ai pas le temps de le lire, évidemment. Et quand je vais sortir, quand je vais avoir fini, je vais avoir d'autres priorités. Donc, je ne vais pas le regarder. Donc, il va rester en gros dans ma to-do d'email et à un moment donné, il va tomber dans mon panier d'email et je ne vais pas le lire. Et du coup, quand je vais être re-shooté par cette personne, peut-être dans 3 jours, mardi, j'aurai peut-être un peu plus de chance de le voir et d'être disponible et de le lire. Idem pour la 3e fois. Donc, le fait de se dire, tiens, le type n'a pas répondu à mon email, c'est qu'il n'est pas intéressé. Non. L'essentiel, il n'a pas regardé ou il n'a pas ouvert ton email. Que c'est juste notion de pas le moment, pas la priorité, elle est super importante et pourtant il faut qu'on soit résilient au niveau commercial. Je prends l'exemple pour répondre toujours à Caroline. Nous, par exemple, quand on a une campagne qui est partie avec nos 3-4 séquences, après on arrête et 2 mois après, automatiquement, on repart sur une autre séquence avec la même personne. Pourquoi? Parce qu'au moment donné où on lui a envoyé la séquence, imagine qu'il est en clôture de budget, il était en train de se réorganiser parce qu'il y avait un confinement ou n'importe quoi. Clairement, ce n'est pas le moment, il n'a pas la tête à ça, et donc, il n'est pas en mode d'écoute de ta proposition. Mais par contre, si tu l'as sélectionné dans la première phase qui était la constitution de la base de prospect, c'est-à-dire que toi, tu as identifié sa boîte et cette personne comme étant ton interlocuteur et comme étant une cible, ça veut dire que dans le temps,
ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, ça pourra devenir un prospect chaud et quelqu'un que tu pourras aller closer. Donc, il y a un vrai travail dans la durée. Ce que je ne dis pas que l'activité commerciale, c'est l'individu. Non, ça va couper, c'est moi qui dis rien. J'étais en train de lire. Attendez. OK. Bah, parfait, Caroline. Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu sur une démo et comment on peut fonctionner? Ouais, moi je suis chaud, Denis. On rentre un peu dans le vif, là. Hein? On rentre un peu dans le vif, on est chaud. Je suis tout oui pour ta démo. Ok. Allez, on va aller faire une démo. Hop. En haut, tu as Action, l'éclair. Quand tu cliques dessus, tu peux faire partage d'écran. Ouais, j'étais juste en train de fermer ma boîte mail. Alors, intégralité de votre écran. Et à la fin de la démo, on aura une question sur les que tu peux faire sur les CRM, mais je pense même qu'on va le voir dans la démo, Denis. Ah ouais. Comment on se il n'y en a pas. Honnêtement, Julie, c'est vraiment une vue de l'esprit. Ce qui va faire que tu vas saouler quelqu'un, c'est si tu lui shootes tous les jours ton message pendant 4 fois. Là, oui, effectivement. Donc, il faut arriver à doser son curseur en étant résilient et en même temps suffisamment smart pour pas dire ouais, achète mon produit. Mais en fait, il faut le faire dans l'autre sens. Tu l'imagines pour toi, en fait. Tu dis, tiens, je reçois un email. Et je crois que quelqu'un avait posé la question tout à l'heure. C'était en gros ta séquence, tu vois. Est-ce que tu l'envoies tout de suite? Est-ce que tu attends un jour? Est-ce que tu attends 3 jours? Est-ce que tu attends 4 jours? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Je crois que c'est à chacun à tester en se disant, je fais pas tous les jours. Et puis, alors, il y a un truc, hein, une astuce, c'est la meilleure des choses, mais en tout cas, je trouve ça pas mal. C'est en gros, plus tu relances, plus tu espaces. C'est-à-dire qu'en gros, ton troisième message, tu vas peut-être 7 jours après, ton quatrième message, tu vas peut-être 15 jours après. Tu vois, tu mets un peu de temps entre chaque truc pour pas que ça saoule la personne dessus. OK? Denis, il faudrait qu'on écran lifetime parce qu'on dirait qu'on est sous là. On voit un écran dans un écran, d'un écran, d'un écran. On dirait qu'on a déjà pris l'apéro. Et là, c'est bien? Ouais, nickel. OK. Alors, on va parler un peu de drop contact. Yes. En fait, drop contact permet de faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'a pas de base de données. Donc, on n'a pas la problématique d'avoir des données qui sont obsolètes, comme on évoquait tout à l'heure. On a un deuxième phénomène qui est qu'il y a une législation quand même en France qui est la RGPD et que des données personnelles mises dans une base de données pour être vendues ne peuvent pas être RGPD. Donc, ça, c'est un point pour certaines sociétés qui sont extrêmement importants parce que si tu utilises des solutions qui ne sont pas RGPD, tu ne peux plus être RGPD. Okay. La grosse particularité, c'est qu'on est l'unique solution avec une base de données qui travaille uniquement avec algorithmie et serveurs et on est les seuls, effectivement, à te délivrer de la data enrichie qui est RGPD compliant et qui permet d'être RGPD compliant. On a eu beaucoup de services juridiques de grosses sociétés ou de sociétés qui ont fait des belles levées avec des DPO et des services juridiques et qui, justement, interdisaient d'utiliser un certain nombre d'outils qui sont sur le marché et surtout sur le marché gros, bien sûr. Et du coup, à chaque fois, on est toujours passé parce que, justement, on n'a pas de base de données, on a une manière de travailler qui est très différente. Dans Drop Contact, il y a 2 choses. Soit on peut utiliser l'aspect drag and drop de fichiers. Donc, c'est l'abonnement qui est ici. Donc, en fait, c'est extrêmement simple. Tu prends un fichier, hop, tu le drag and drop et Drop Contact va faire le travail. Et à la fin, tu récupères finalement. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on va aller chercher tous les emails, etc. Et une fois que tu as récupéré, tu cliques ici, tu récupères ton fichier qui est nettoyé, enrichi. Ce qu'on fait à l'intérieur de ça, c'est qu'on va vérifier tous les emails que tu as mis. On va corriger les prénoms, nom, qui sont importants lorsque tu vas faire du call d'email derrière ou de l'emailing. On va ajouter le monsieur, madame qui va te permettre d'accorder tes emails. On va pouvoir en même temps te rajouter le profil LinkedIn de la personne. On trouve à partir du prénom, du nom et de la boîte, on te trouve entre 75 et 90% le bon profil LinkedIn de la personne. Là où, par exemple, Full Contact te trouve moins de 10% avec 20% d'erreur.
On va aussi te trouver le site web de l'entreprise, la taille salariale pour les boîtes françaises, le secteur d'activité, le numéro de sirène, le numéro de TVA. Et tout ça, on va te le rendre clean. On t'ajoute aussi le numéro de téléphone qu'on récupère sur le site web des entreprises. Et dans la prochaine version qu'on va updater, tu auras aussi le numéro de téléphone qui est présent sur les pages jaunes, pages blanches et sur Google Maps. Est-ce qu'on peut voir un exemple de cliché, tiens, Denis? Là, j'en ai pas sous la main tout de suite et je ne sais pas lequel ouvrir parce que sinon, je vais avoir des données un peu personnelles peut-être. Mais si vous regardez sur le site ici, on a une petite démo qui est assez cool. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui. Ouais. Tu vois là, si tu regardes à gauche, donc tu as Elon Musk, SpaceX, tu as Oussama Hamar, The Family, tu as Romain. Donc, en entrée, j'ai mis que ça et j'ai mis des adresses email. Et sur un fichier comme ça que tu drag and drop sur Drop Contact, à la sortie, tu as un fichier comme ça. Où tu vois qu'en fait, on est allé t'enrichir toutes les données. On t'a ajouté la civilité, on t'a corrigé les inversions prénom-nom, on t'a corrigé les emails qui étaient faux. Tu vois, Romain Libaud, c'était pas bon, on l'a corrigé. Idem pour Aircall. Et voilà, on t'a rajouté tous les éléments. Donc, et là, vous n'avez pas encore la version sur laquelle, c'est une ancienne version, ça. Il y a le téléphone. C'est vrai que des choses simples, parce qu'on parle de scrapping et on parle d'email, donc Drop Contact le donne. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ton logiciel, Denis, si je peux me permettre, c'est que, mine de rien, on récupère la civilité. Tu es le seul à faire ça. On peut enfin dire bonjour, monsieur machin. On va aller chercher des top managers du CAC 40 au lieu de dire bonjour, prénom. Ça a de la valeur. Et c'est vrai qu'ils réorganisent aussi les noms et les prénoms parce que des gens ne les mettent pas dans les bonnes cases sur LinkedIn, avec les scrappers traditionnels. Alors, en fait, tu as raison sur les prénoms et les les gens ne les mettent pas forcément dans les bonnes cases sur LinkedIn, mais LinkedIn, en plus, c'est plus pervers que ça parce que c'est eux qui font un truc qui fait que quand tu scrapes, parfois, tu as le prénom à la place du nom et le nom à la place du prénom. Et en fait, les logiciels de scrapping se font un peu avoir, mais c'est naturel, se font un peu avoir là-dessus. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que comme on va identifier si c'est le prénom ou le nom, on va le corriger et le mettre dans le bon champ. Le gros avantage, c'est que ça t'évite d'envoyer un email du type Salut Cohen ou Bonjour Monsieur Denis, tu vois. Parce que là, envoyer ton call d'email, à la première ligne, c'est mort. C'est clairement mort et voilà, le mec va pas lire plus loin. Donc, je sais plus, on avait vu à l'époque, c'était, je crois que c'était sur les, bon, je vais pas citer, peu importe. Et ils avaient plein de leurs prénoms dans les champs noms et non dans les champs prénoms. C'est une solution que tu avais utilisée, mais tu dois peut-être te rappeler. Mais je vais pas le citer. C'est ce débit de pour la VOIP. Ça va trop vite la VOIP pour ton débit de parole. Pardon. Ouais, j'étais en train de dire que tu avais les inversions de prénom-nom qui existaient lorsque tu fais du scrapping et que quel que soit ce que tu nous présentes, nous, on va remettre le prénom dans le champ prénom et le nom dans le champ nom et on va t'ajouter la civilité, ce qui te permet effectivement, lorsque tu shootes ton email, de ne pas avoir besoin de vérifier toutes les lignes une par une et vérifier toutes tes emails. Et là aussi, c'est ce qui fait que tu vas avoir des bonnes réponses, en fait, un bon taux dans les réponses de tes emails parce que tes emails seront seront sur du clean data, en fait. Oui, clairement. Tiens, Denis, une question qu'on se pose tous. Où vas-tu chercher les données et est-ce que c'est bien RGPD? Ouais. Par rapport à Lusha, c'est ça? C'est le truc. Par rapport à mon contact, même. Par rapport à toi, plutôt. Alors, on va commencer à parler des sujets que j'aime bien. Voilà. Il y a 3 ans, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, tu allais sur LinkedIn, tu mettais dans l'extension Lusha, tu cliquais et tu avais le numéro mobile et le vrai numéro mobile d'Emmanuel Macron. La question, c'est que les solutions aujourd'hui qui te disent que oui, on a 680 millions de données en base et je te fournis les numéros de portable des gens. La première question à se poser, c'est quelle est l'origine des données? Quelle est l'origine d'où vient ce numéro de téléphone? Et le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron de son portable, très clairement, il n'est absolument pas sur Internet, il n'a jamais été sur Internet, il n'a jamais été publié. Maintenant, la question, c'est d'où ça vient? Ce n'est pas très compliqué. On va prendre Lusha. Est-ce que tu sais quel est le parcours du patron de Lusha, le mec qui a fondé Lusha? Oh non, c'est quoi? En fait, c'est un ancien de l'unité 8200. Et donc, tu as des gens qui ont un vrai savoir-faire, où tu peux trouver des données pour quelques bitcoins dans le dark web, où tu vas trouver des bases de données qui ont été hackées par des gens
Donc, si tu veux récupérer la base de données de LinkedIn, tu la trouves dans le dark web parce qu'elle a été hackée par des, je sais pas, Chinois, Iraniens, Israéliens, Russes, Américains, Français, j'en sais rien, peu importe, par des hackers qui ont donc hacké la base de données de LinkedIn, qui ont hacké la base de données Facebook, qui ont hacké la base de données Twitter, qui ont hacké une base de données qui est très intéressante, qui est celle de Twilio. Je ne sais pas si vous savez, Twilio, tu sais, souvent, tu t'inscris sur un service, parfois on te demande de valider par SMS pour activer ton compte. Ouais. Et dans ce cas-là, tu as donc rentré ton email, mais tu as rentré aussi ton numéro de portable pour avoir le SMS. Ouais. D'accord? Et du coup, en ayant la ce que ça veut dire que les tiens aussi sont là. Que si je veux ton numéro de portable, Maxime, à part moi qui le présente, il est facilement trouvable. Et donc, on peut trouver dans le dark web plein de données. Donc, effectivement, la question, et je ne dis pas pour Lucha ou les autres, j'en sais rien, parce que la question, c'est toujours de se poser, mais d'où vient l'origine des données? Nous, on est très clair sur le sujet. On n'a pas de données de téléphone mobile, on n'en communique aucune, on n'a pas de données là-dessus. On ne croise pas les données d'un client X pour les revendre au client Y. Donc, tes données à toi sont tes données à toi. Les emails, on travaille par algorithmie et serveurs de données, de tests. Et donc, on travaille que par algorithmie. Et les numéros de téléphone des standards, comme je disais tout à l'heure, on les prend sur les sites web des entreprises. Et bientôt, on va te rajouter les pages jaunes, pages blanches, Yellow Page et Google Maps. Mais là, c'est des données qui sont publiques. C'est pour ça qu'on arrive à passer à chaque fois la barrière RGPD des services juridiques des entreprises. Je vois pas dans le chat. On avait une question. Ah oui, c'était Valérie qui me... C'est un gros sujet, la RGPD. Moi, j'ai vu souvent que déjà les services sont très flous, mais que ça ne concerne pas la prospection commerciale B2B. Tu peux nous en parler, toi? Peut-être que ça sort ton domaine aussi. Oui. Alors en fait, d'ailleurs, j'avais fait un article à l'époque sur la prospection et la RGPD. Oui, tu as complètement le droit de faire de la prospection B2B quand ça concerne ton activité B2B. Ce qui est interdit, c'est de faire une base de données et de la revendre. Pourquoi? On va prendre une marque, peu importe, et c'est juste pour illustrer le propos. Compass, qui est une grande boîte française très connue. Tes données sont chez Compass, Maxime, d'accord? Mais tu vois, tu n'as pas autorisé Compass à revendre tes données à n'importe qui. À partir du moment donné où tu n'as pas autorisé tes données à être revendues, ils n'ont pas le droit de les revendre. Parce que c'est une donnée personnelle. C'est un sujet qui est en train de s'activer aujourd'hui dans toutes les boîtes qui fonctionnent. Je suis toujours là ou pas? Ah ok, j'ai un message d'erreur. Voilà. Pardon, il y a eu un petit bug. Effectivement, il y a un gros changement sur le marché qui est en train de se passer à travers l'Europe. C'est que la revente des données personnelles n'est pas autorisée. Donc, sauf si les personnes ont donné leur accord pour revendre les données, bien évidemment. C'est pour ça que Google a fermé beaucoup de choses parce que le 15 mars 2019, des solutions comme Clearbit ou Full Contact, où tu avais des extensions qui récupéraient non seulement tes coordonnées, mais tu avais opt-in, donc ça, c'était pas un problème, mais récupéraient les données de tes contacts et les revendaient, ils se sont fait ban de Google, parce que Google devient responsable aussi de ça. Google a fermé aussi le 31 décembre beaucoup de choses, parce qu'il y avait de la récupération de données personnelles pour la revendre. C'est vraiment un sujet on est vraiment dans le président de la CNIL, c'est leur sujet sur l'année 2020 et 2021 dessus. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Après, chacun à son niveau, chacun a ses responsabilités, chacun est au niveau de son entreprise. C'est sûr que, en gros, si tu es tout seul et que tu commences ton activité dessus, bon, à la limite, pourquoi pas. Alors, Casper qui respecte la RGPD, je ne sais pas. J'ai pas d'idée. Il faut juste regarder sur leur site parce qu'ils annoncent qu'ils ont quelques millions de personnes en base de données. Donc, la question, c'est de savoir d'où ils ont les numéros de téléphone mobiles ou portables. Bonne question. Mais ça, moi, je ne suis pas la CNIL, donc c'est eux qui voient, c'est la CNIL qui voit, c'est pas mon sujet. Vous me posez juste la question, pourquoi nous, on était RGPD? Ils ont dit qu'ils n'ont pas une base de données, pourtant, ils affichent clairement qu'ils ont une base de données. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans toutes les conditions générales de toutes les boîtes, en fait. Déjà, regardez s'il y a une DPA,
fait ça. Chacun son sujet. Moi, je suis en gare avec personne. Chacun fait son boulot. Le marché est grand. Nous, on sait qu'on est RGPD. On est passé partout. On a été audité par la CNIL. J'ai aucun sujet de doute sur des différences majeures là-dessus. On revient peut-être sur la démonstration. Ouais, avec grand plaisir, Denis. Donc, il va nous rester 10 minutes. Ouais, on va faire la question-réponse à la fin, peut-être. Ouais. Donc, on a la recherche en drag and drop comme ça. On a la possibilité aussi pour ceux qui sont devs, on a une API. Donc, il faut que tu repartages ton écran, Denis, pardon. Il faut que tu repartages l'écran, tu as enlevé le partage pour regarder le chat avant. Excuse-moi. Je t'en prie. Hop, désactiver, réactiver. Je réenlève ma webcam. De toute façon, on m'a assez vu, moi. C'est bon? Oh, ça charge, mais ça va être bon. Ouais, c'est bon pour moi. Bon, je pense que pour tout le monde. Je prends un fichier Excel, je le dépose. On a la version pour les devs qui est une API qui est disponible, un abonnement. On a 2 articles qu'on a préparés, qu'on va sortir dans les prochaines semaines, qui permettent d'utiliser Zapier ou Integromat avec notre API. Donc, ça permet effectivement de réfléchir à plein de workflows ou de cas de use case dans tous les sens. Et on a le fin du fin, c'est l'intégration de droit contact directement dans le CRM. Aujourd'hui, on a des intégrations dans Pipedrive, Salesforce et d'ici un mois dans HubSpot. Et là, on va regarder juste sur Pipedrive et je vais te prendre toi en exemple pour montrer ce que je peux faire quand je suis commercial et que j'ai un CRM. Donc, je vais créer une fiche. Donc, ça, c'est Pipedrive. Je vais créer une fiche comme ça. Voilà. Puis, je me suis trompé sur mes majuscules. Ça m'arrive souvent. Est-ce que vous voyez? Oui. OK. Donc, j'ai mis Paris Maxime. Donc, tu vois, j'ai fait une inversion de prénom-nom et j'ai mis juste la boîte. Et là, quand je vais faire enregistrer, c'est Drop Contact qui va faire l'enrichissement de ces 3 informations-là. Peut-être qu'il y aura un peu de lag sur l'écran avec le partage d'écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Vous voyez l'écran? OK. Donc là, qu'est-ce que ça fait? J'ai l'écriture de Maxime Paris, ça l'a remis dans le bon sens. Ça met au téléphone sur le site web. On a trouvé des adresses pronominatives, donc des adresses. Là, on a récupéré son numéro de mobile parce que Maxime m'a envoyé un email et dans sa signature, il y avait son téléphone mobile, donc on les a enrichis. On sait que c'est monsieur puisque c'est Maxime. On a trouvé son profil LinkedIn et c'est le bon. Sur la société, on a trouvé le numéro de sirène, la taille salariale officielle, le secteur d'activité, le code NAF, le numéro de TVA, l'adresse du siège social, le site web. Et en plus, bon, on a mis ta photo parce que c'était LinkedIn. Et en plus, ici, vous voyez que ça, on a supprimé la fiche. Pourquoi on a supprimé la fiche? Parce que Drop Contact a automatiquement identifié que ça faisait un doublon et qu'il est allé fusionner directement. Et j'ai une seule fiche de Maxime qui était refusionnée avec tout l'historique qui est en train d'arriver de nos échanges. Donc, en fait, ça permet de maintenir directement dans le CRM des informations à jour. Ça permet directement de soit j'importe un fichier. Si vous importez un fichier que vous avez récupéré de LinkedIn en le scrapant avec Photon Buster, Captain Data, Lobster, Duxoup, etc., vous l'importez dans votre CRM, Pipedrive, Salesforce, etc., et automatiquement, Drop Contact va faire son travail. Et va vous faire une fiche propre. Et s'il y avait déjà une fiche qui existait, bah, du coup, il va se débrouiller, il va la fusionner, vous n'aurez pas de doublons ou très très peu. Et on ne fusionne que des doublons dont on est certain. Donc, dans l'intégration CRM, il y a le fait de récupérer aussi les informations des signatures des emails que vous recevez. Il y a d'autres fonctionnalités. Le changement de poste, ça, c'est une fonctionnalité qu'on rajoute dans 3 mois. Ce que j'évoquais là sur Pierre de Bouy qui passe chez SFR, changement d'entreprise plutôt.
Voilà, donc ça, c'est directement dans votre CRM. Je confirme, hein, les mails sont tous bons, Denis, Ok. les 4. Si tu as un doute sur tes trucs aussi, il faut que je vous précise, qui est important, je reviens, voilà. Dans la recherche de l'adresse email, pour bien comprendre, dans Airtable, on ne peut pas s'intégrer directement. L'intégration, c'est vraiment Pipedrive, Salesforce, elle soit bientôt. Et finalement, avec Airtable, tu peux utiliser avec Zapier, voilà, Zapier, Integromat ou l'API. Il y a un sujet, c'est quand on recherche un email. Et je vais prendre un exemple. Si on cherche, par exemple, si vous demandez à Dropcontact de chercher Sophie Desman chez Welcome to Jungle, la probabilité, la première chose qu'on va faire, c'est de rechercher le domaine de Welcome to Jungle. Et donc, il n'y a pas tellement d'ambiguïté. On va trouver le bon site web de Welcome to Jungle et on va trouver la bonne adresse email. Par contre, si tu recherches Sophie Desman dans une boîte qui s'appelle ABC, bah nous, en fait, on va probablement peut-être trouver une boîte qui a un domaine et un site web qui est abc.com, alors que toi, Sophie Desman, tu pensais à abc.io. Et du coup, on n'aura pas le bon email. Donc, c'est pour ça que si vous faites du scrapping à partir de LinkedIn, dans LinkedIn, il y a les sites web des entreprises pour la plupart et ils sont plutôt bons. Et donc, il faut les scraper à ce moment-là. Donc, pensez bien que si vous scrapez LinkedIn, n'oubliez pas de prendre en même temps le site web de l'entreprise. Ça va donner des résultats. Vous aurez un meilleur taux d'emails trouvés et vous aurez un meilleur taux de délivrabilité sur vos emails. Pour ça, vous pouvez aller sur notre support. Hein, on a quelques recommandations. Sur l'API Phantom Buster, il y a une petite case à cocher pour récupérer le site web. Sur Duxoup, il faut visiter les profils et pas les scanner, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour récupérer le site web. C'est dommage de passer à côté. Si vous scrapez à partir de LinkedIn, prenez un petit peu plus de temps, même si vous dites « Ah, mais ça va passer vite », il vaut mieux prendre un peu plus de temps, une meilleure donnée, et vous aurez une meilleure qualité de data et d'email. Voilà pour la présentation. On peut faire question-réponse si vous voulez. Est-ce qu'on aurait des questions? Parce qu'on y a répondu déjà au fur et à mesure, mais peut-être qu'on a encore des questions qui mériteraient d'être posées. Denis, est-ce que tu conseilles de scraper à la fois LinkedIn plus les mails? C'est-à-dire envoyer 2 messages de prospection, un sur LinkedIn et en parallèle par mail? Ouais, alors, là, c'est vraiment très, très personnel. Personnellement, tout ce que je reçois par LinkedIn, franchement, ouais, en tout cas, tous les gens qui me prospectent par LinkedIn, franchement, je trouve que le niveau des messages est vraiment pas bon du tout. Il y a plein d'automatismes, il y a plein de trucs et je percute pas. Par contre, quand j'ai un message personnalisé sur LinkedIn, bah oui, sauf que c'est faut vraiment que le message soit personnalisé, quoi. En fait, l'avantage de LinkedIn, c'est que tu es sûr que le mec en face, il reçoit le message, quoi, qu'il va avoir l'email, il va avoir le message. Mais j'ai l'impression, mais c'est vraiment un sentiment personnel, hein, que des robots qui parlent à des robots, quoi. Et voilà, en fait, quand il y a trop d'automatisme et moins d'hyper personnalisation, ça se voit et du coup, c'est moins efficace. Après, ça dépend de ton message, ça dépend de ta cible. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des très bonnes expériences sur LinkedIn. Moi, les expériences que j'ai sur LinkedIn, c'est vraiment quand j'envoie un message à quelqu'un personnel. Et là, oui, ça marche. Mais en automatisation, je n'ai pas encore réussi. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je suis pas sûr d'avoir compris. On peut ajouter et rafraîchir des données sur Dropcontact en temps utilisateur sur les prospects. Ah oui, un super spécial confinement. Ouais, on va en parler après. Ah, il y a des gens quand même. Hein. Petite. Je ne suis pas sûr. Un fichier dans lequel tu as des emails, c'est peut-être ça. Si tu as des fichiers sur lesquels tu as déjà des emails, tu peux le déposer directement sur Dropcontact. Et en fait, quand tu as, en fait, tu n'as pas de choix, tout est fait automatiquement. Donc, quand tu as un email personnel, par exemple, tu as Denis Cohen avec un Gmail et que tu as Dropcontact, on va vérifier l'email en Gmail, on va dire s'il est bon, il n'est pas bon, et on va quand même rechercher
et on va aller rechercher derrière l'email nominatif de la personne. De la même manière que si tu as Denis Cohen, contact@dropcontact.io, donc un email qu'on appelle générique, on va aussi vérifier cet email-là et on va aller rechercher l'email personnel de la personne. Okay. J'espère que j'ai à peu près répondu à ta question, Aoshi. Bon, on part en égo, Denis, ou pas? Oh, une question que t'aimes bien, là, avant. Ouais, alors, attends, laisse-moi 2 secondes. Alors, Hunter, clairement, sont largement meilleurs que nous. D'abord, ils ont l'historique, c'est les premiers à avoir fait ça. Ils sont largement meilleurs que nous en termes de marketing, en termes commercial, et le chiffre d'affaires, j'en parle même pas, c'est vraiment très très bien. Après, sur les éléments, on va peut-être partager la fenêtre. Mais Hunter, j'utilisais beaucoup il y a 2 ans. Enfin, j'utilise quasiment plus. Moi, il me sort plus rien, quoi. Enfin, là, par exemple, est-ce que vous voyez à peu près Sonia, le message de Sonia sur une étude sur 1000? Ah, il a enlevé le message? Attends. Pas... Ah non, tu l'avais juste là. Ouais, on l'a donné là. Donc on voit, tu vois, sur 1000 boîtes, Hunter on a trouvé 72 quand on a trouvé 95. Et en termes de validité d'email, on était à 97% quand Hunter est à 57%. Et je ne sais pas si des gens connaissent Guillaume Cabane. C'est qui? Guillaume Cabane, c'est un gros hacker français. Il est d'abord chez Apple. Il est passé chez Mention. C'est lui qui a lancé vraiment l'explosion de Mention à l'époque. On a eu derrière, il est passé chez Segment, chez Drift. Et en fait, les Américains dans la Silicon Valley, en fait, il est là-bas. Hein. Il appelle G, quoi. Et donc, si tu regardes son retour à lui, par exemple sur Drop Contact, par rapport à des boîtes comme ou autres, il faut juste que je ferme ça parce que là, on va s'y perdre. Hop, on arrive. Voilà. Donc là, tu vois, comparé avec. C'est en partage ou pas? Faut que tu baisses un petit peu là. Voilà, ça c'est bien. Nickel. Ok. Donc là, voilà, par exemple, Guillaume, bah, lui, c'est un fou furieux de l'analyse. Hein. C'est un fou furieux. Donc quand tu regardes Kirby, ils sont à 96. Tu as Rocketreach, ils sont à 58% de validité. EverContact, 66%. DropContact, 97%. Hunter, 57%. Donc voilà, ça te donne ça répond en partie. Et oui, Guillaume est star en termes de growth hacking, c'est un vrai. Quoi. Ok, top. Bon, bah, ça confirme l'introduction que j'ai faite, Denis, en disant que tu étais le grand Manitou de la data. J'aime bien la faire. Confirmé par Guillaume. Ouais. Je sais que tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça, mais. Bon, est-ce qu'on passe à la négo? On a parlé grosse. Qu'est-ce que tu nous offres, Denis, pour qu'on puisse mettre les mains dans ton logiciel là, pendant le week-end? Alors, un petit coupon mois avec 30% de remise. Donc, je vais vous le passer et après, je vais aller modifier le taux pour que vous ayez 30% sur le premier mois d'abonnement. Point qui est important dans nos abonnements, et ça, c'est assez particulier chez nous, tout ce qui n'est pas consommé sur un mois est reporté automatiquement sur le mois suivant tant que vous êtes abonné. C'est la seule contrainte, même sur le plus petit plan. Donc, par exemple, tu as un gros volume à faire, tu prends un plan de 8000 requêtes par mois, tu en traites 5000, et ben, il va te rester 3000 crédits qu'on va te reporter sur le mois d'après. Si tu es abonné, tu peux avoir downgradé en disant tiens, je repasse sur le plan de 2000. Donc, on a une grosse souplesse par rapport à ça. Il faut taper quoi pour l'avoir, ton 30%? Attends, je suis en train de retrouver mon coupon. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Où est-ce que je l'ai marqué? Ah oui, c'est ça. Pardon, je le mets dans le chat? Ouais, vas-y, mets dans le chat. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur le sujet des coupons et des remises, je suis un mec qui n'aime pas ça du tout. Moi, je suis un commercial
on va dire, ancienne école. Et je ne suis pas du tout fan de faire des remises et de faire des coupons, etc. Mais on en a pas mal discuté avec Maxime. Et on va dire qu'en ce moment, bah, c'est un peu le sujet. Donc, OK, let's go, on y va et on est content de soutenir tout le monde. Et on est content aussi de vous répondre sur le support si vous avez des questions complémentaires dessus. Je vais modifier, rentrez pas tout de suite le coupon parce que pour l'instant, vous n'avez pas 30%. Donc, dès que je finis, laissez-moi 3 minutes et après, vous pouvez, pour ceux qui veulent, vous pourrez vous abonner. Vous pouvez tester aussi, vous avez droit à 100 lignes gratuites pour vous faire une idée déjà de comment ça fonctionne et ce que ça donne dans votre cas de figure. Ouais, donc c'est bien ça. Et puis pour rebondir là-dessus, Denis, c'est moi qui fais beaucoup de formations vente, c'est vrai que je suis toujours anti-négociation. Mais ce que j'aime bien quand on fait les directs, c'est quand on les demande à la fin, vous êtes bloqué, vous pouvez pas dire non, en fait, c'est trop dur. Donc on en profite. Et puis merci de partager avec nous. Mais j'ai augmenté le pourcentage. Mais du coup, merci de partager avec nous parce que ceux qui veulent juste essayer, ils ont quand même 100 lignes gratuites, donc ça permet déjà même de se mettre les mains dedans. Et ceux qui veulent après, derrière, en faire un usage régulier, ils ont 30% de réduction. Donc je pense que c'est très cool. Et du coup, je vais en profiter moi aussi, hein, parce que moi, je suis un bon client chez toi, Denis. Hein. Ouais. Et dernier point, tous ceux qui peuvent liker ou partager notre page LinkedIn ou Facebook, bah, allez-y à fond, quoi. Et je vous remercie d'avance. Oui. Donc, tiens, pour récapituler les ressources du webinaire, nous, on a fait une éditorial MyBizDev qui a duré 7 jours. Hier et avant-hier, vous avez vu une démonstration d'un logiciel de scrapping. Avant-hier, c'était un logiciel de LinkedIn. Là, on a Denis en webinaire. Il a été enregistré. Donc, je vais vous repartager la vidéo pour ceux qui veulent la re-regarder a posteriori. Et lundi, on va diffuser avec Guillaume un QA, une interview question-réponse. Guillaume Lemlist sur les best practices de l'emailing automatique. On a parlé brièvement avec Denis des bonnes pratiques marketing. Et avec Guillaume, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a drop contact, on a des coupons. Il n'y a plus qu'à se faire des bases maintenant. Préparer la relance, Denis, hein, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et puis, commencer à préparer ses fichiers aussi dessus. Ouais, et donc je vous conseille d'aller relire, je vais vous le remettre dans le chat, l'article de Denis sur son blog qui parle des DKIM, des SPF et des branchements de boîte mail pour pas passer dans les spams. Cet article-là, il est vraiment très pertinent. Pauline nous l'avait mis en haut, je vous le remets là à la fin. Hop, parce que ça fait sens. On fait comme ça, on dit au revoir, Denis? Ouais, là, tu as mis celui sur la RGPD, mais ça marche aussi. Hein. Ah merde, c'est pas sûr. Non, mais celui-là était à lire aussi. Et voilà, elle a remis, Pauline. Ah, voilà, E.T. C'est le E.T. là. Et puis, on va regarder le blog quotidien de Denis qui partage beaucoup de best practices sur le gros. Si vous avez de la skills en vente, n'hésitez pas à aller sur MyBizDev, on fait beaucoup de contenu aussi. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir consacré votre semaine avec nous. Puis, n'hésitez pas même à poser vos questions sur LinkedIn, on pourra répondre au fur et à mesure. Et puis, merci Denis surtout. Je t'applaudir, Denis, je t'applaudis. Merci. Ciao. Ciao. Bye bye. Bonne journée.